Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 2 mai 2020, le numéro 18. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn. Conception animation Richard Glenn. Invité, M. Marc Laperle, homme d'affaires à la retraite, Pascal de Rio de Janeiro, ésotériste versatile au Brésil. Cette semaine, sur l'aspect moral, il y a la version explosive réservée aux abonnés du club créé, même une version qu'on pourrait appeler spéciale. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia, ainsi que la version audio MP3 par Jean-François Poulain. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. À la régie, Geneviève, mieux connue sous le nom de Spirale. Oui, il est toujours temps d'assister au 4e congrès ésotérique de Montréal, l'évolution cosmique de l'humanité, sur le thème spiritualisation de notre humanité, à ESO 2020. Toute la semaine sainte, il y a moins d'un mois, un conférencier différent qui profitait de l'occasion pour parler plus d'1 heure, 1h30, même 2 heures. Georges Lahy, kabbaliste, comme au temps de Noé. Serge Cazelet, exégète des textes sacrés anciens. Comme il est écrit, il sera. Alain Niala, philosophe consultant, croyez-vous être spirituel? Martin Yanta Poljanski, professeur d'université retraité, religion ou spiritualité? Et moi-même, Richard Glenn, avec Bernard de Montréal. Bonne émission. Bienvenue, mesdames et messieurs, au Vidéorandia numéro 18. Donc, nous sommes déjà rendus au mois de mai, le 2 mai précisément, et j'ai des invités qui sont confinés, chacun dans leur maison, un à quelques coins de rue de chez moi à Mont-Saint-Hilaire. Il s'agit de M. Marc Laperle, et l'autre, ben lui, c'est pas mal beaucoup plus loin. Il s'agit de Pascal, qu'on a surnommé Pascal de Rio. On avait Bernard de Montréal. Ouais, Monsieur Pascal, avec les lunettes fumées, alors là, on est presque sur le même fuseau horaire hein, entre le Québec. Ah, tu peux nous dire bonjour maintenant. Bonjour les amis, comment allez-vous? Très très bien. Salut. Et on a notre ami Marc qui est dans le petit coin en bas. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Directement du petit coin, je vous salue. Alors, écoutez, on est parti pour faire une émission extrêmement importante et très sérieuse. On va aborder le sens moral des événements qui vont suivre la confination du COVID-19. Aussi, peut-être les impacts économiques que chacun va subir ou subit déjà. Et y a-t-il un côté moral de la part des banques, des banquiers? On a l'impression qu'on est tous encore une fois victimes. Puis c'est pas fini. Être victime d'abord d'un virus, puis après ça d'une bande, il y en a qui osent les appeler les banksters. Moi, je les ai surnommés les parasites. C'est triste à dire, mais ils sont là pour faire de l'argent sur notre dos. Ils n'ont pas été très généreux, et même, je devrais dire, ils n'ont pas été du tout généreux durant la crise qu'on connaît depuis presque 2 mois maintenant, le mois de mars, le mois d'avril, puis on commence le mois de mai, puis là on essaie de se dire qu'on va se pointer à l'extérieur. Je vais donner la parole à Pascal d'abord. Est-ce que chez vous au Brésil, parce que Marc Laperle puis moi on connaît ce qui se passe au Québec très bien, on le vit puis mon public sait ce qui se passe au Québec, mais pour toi au Brésil, est-ce que la confination a été radicale comme ici au Québec ça le fut? Non, au niveau national, il n'y a pas eu de confinement. Et après, donc comme on est des États fédérés, on a un État fédéral hein, qui a dit non, pas de confinement. Donc le président de Bolsonaro, non. Après, on a des États fédérés qui ont dit non. Ouais. Et ensuite, il y a les communes. Et il y a certaines communes qui ont pris des décisions de confinement. Et c'est les communes où il y a le plus de morts. Répète-moi ça, c'est très important ce que tu viens de dire là. Répète-moi ça. Donc on a au niveau fédéral, pas de confinement. Le président a dit non. Au niveau des États fédérés, ils ont dit non. Mais au niveau des communes, il y a 3 grandes communes, donc Rio de Janeiro, São Paulo et Recife, qui ont voulu faire du confinement. Et c'est là où il y a le plus de morts. Oui, mais évidemment, c'est là où il y a le plus de population aussi, il ne faut pas l'oublier. Plus de morts en pourcentage. Ah, en pourcentage. Mais malgré tout, c'est encore une chose, plus il y a de gens
rassemblés, même s'ils sont pas confinés, mais qui se côtoient, qui se touchent, des étrangers et tout ça, ça risque d'augmenter et ça a fait ça, évidemment. Mais tu dis, ils étaient confinés dans ces endroits-là. C'est ça que tu veux dire? Alors, c'est du confinement à la brésilienne. Hein. Ah! Ouais, c'est ça. C'est toutes des nuances importantes parce que on essaie de se comparer. Tu sais, on dit souvent, on regarde ce qui se passe notre nombril, mais il faut regarder un peu à l'extérieur. Puis au Brésil, c'est loin. Vous êtes en plein été, vous finissez l'été bientôt. Et là, tu nous arrives avec des chiffres, avec des évaluations qui sont pas du tout comparables à ce qu'on vit aussi au Québec. Et si tu me dis que les grandes villes, on leur a demandé de rester confinés, mais qui n'ont pas vraiment respecté tout ça, ça veut dire que sur les plages, là, Copacabana, puis c'est plein de monde? Bah, plein non, parce que nous, on commence à rentrer dans l'automne, donc quand il fait 25 degrés sur la plage, les Brésiliens, ils ont froid, ils vont pas dans l'eau. Donc, hier, pour la première fois, en fait, je faisais mon jogging sur la plage, hein, et là, il y a le commissaire de police du quartier qui est passé, qui nous a demandé de sortir de la plage. Alors, donc mon ami lui a demandé pourquoi, en fait. Il a dit, oh, c'est des ordres débiles, mais faites-le, et dans 5 minutes, on sera parti, retourner sur la plage. Ça, c'est le confinement à la brésilienne. T'entends ça, Marc? Oui. Et puis, as-tu des commentaires par rapport à ces statistiques qu'il vient de nous donner, là? Ben là, regarde, tu parles de deux pays avec des politiques, des températures différentes. D'abord, on sait très bien que comme le virus de l'influenza, comme le rhume aussi. Alors, quand il fait chaud, il y a du soleil, c'est pas l'époque ici au Québec où on attrape l'influenza et le rhume. Et ce sera la même chose à l'été qui s'en vient. On est à peu près sûr que le coronavirus ne sera pas hyper actif ou hyper dangereux. Donc au Brésil, je pense que vous êtes dans le bon côté de la saison, si je peux dire. C'est surtout normalement quand il fait froid. Je sais pas pourquoi. Demandez-moi pas pourquoi, je sais pas. Mais quand il fait froid, que les virus type coronavirus, dont le rhume. Le rhume, c'est un coronavirus en passant. Hein? Le coronavirus, c'est un modèle de virus. Et ça varie. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut continuer, nous autres, là? Oui, oui, okay. Vas-y, Marc. Okay. Tu connais Geneviève, hein? Donc, mes réactions sont il faut s'attendre à des différences de dangerosité entre un pays de l'hémisphère sud et un pays de l'hémisphère nord pour ce que je viens d'expliquer. L'autre chose aussi, pourquoi au Québec en particulier, au Canada, on est la province la plus touchée, alors qu'on a agi le plus rapidement possible. Il y a plein de normes. Je vais essayer d'être court là-dedans. Le coronavirus est arrivé ici pendant qu'on avait l'espèce de spring break, comme on dit aux États-Unis. Donc, il y avait la relâche scolaire, qui est le vrai terme. Donc, avec beaucoup de parents qui amenaient les enfants dans d'autres pays, et ils ont ramené en masse des contaminations. Deuxièmement, nos dirigeants, pour toutes sortes de raisons, qui ne nous ont pas expliqué, mais qu'on commence à comprendre, n'ont pas fermé les aéroports. Ils ont attendu, même notre premier ministre, avec un charmant monsieur, a continué à accepter l'immigration. Oui, OK, Marc, ça risque d'être long. Ça risque d'être long, de faire tout le retour de toute l'historique du Québec. Moi, je voulais juste une réponse. Les statistiques, tu donnes des éléments intéressants là, qui prouvent qu'on ne peut pas vraiment comparer des tomates et des oranges. On peut pas. Bon, c'est ça. C'est tout simplement ça. Parce que moi, je crois pas. Hein. Moi, je crois pas. Je crois que ce que nous raconte Marc, c'est la version Walt Disney qui est racontée au Nord-Américain. Mais ici, le fait est, c'est que culturellement, nous, on est plus ouverts que les États-Unis et Québec. On a des très bonnes relations avec les BRICS, avec l'Inde, avec la Chine, avec l'Afrique du Sud. Et la Russie. Voilà, avec la Russie, c'est nos amis, hein, c'est nos partenaires dans les BRICS. Et nous, ce qu'on entend, ce que dit Marc, et nous, ce qu'on entend, on a l'impression d'entendre la Pravda de l'URSS dans les années 70 ou 80. C'est de la propagande de Big Pharma.
Le fait est, c'est que le ministre de la Santé ici avait tout à fait raison, comme le ministre de la Santé français. Pourquoi est-ce que les coronavirus, ils cessent au printemps? Parce qu'on cesse d'être confiné, qu'on va dehors, et que comme on va dehors, eh bien, nos muqueuses, elles sont stressées, elles vont émettre du mucus, notre organisme, eh bien, il se désintoxique, et c'est en sortant dehors et c'est en se déconfinant, justement, qu'on met fin à l'épidémie de coronavirus. Et d'ailleurs, la preuve que ça n'a rien à voir avec la saison, c'est que l'épidémie de coronavirus, elle a commencé aux États-Unis et au Canada l'été 2019. Cette épidémie, elle a commencé suite à une contamination par un laboratoire P4 américain qui a été fermé sur ordre de Donald Trump. Ils ont contaminé et tué 1400 soldats américains. Et ces soldats américains, ils nous ont fait passer officiellement comme étant des gens qui étaient morts du vapotage, qui étaient morts de pneumonie en vapotant. Mais on sait, nous, ici au Brésil, c'est ce que disent les Chinois, c'est ce que disent les Russes. Les Russes ont, il y a 2 jours, découvert et ont arrêté un scientifique américain en Géorgie qui travaillait dans un laboratoire P4 qui a avoué fabriquer des coronavirus ethno-ciblés contre les Iraniens dans la ville de Tbilissi en Géorgie. Ça a fait la une des médias en Russie, ça a fait la une des médias en Chine, c'est passé sur CGTN, c'est passé ici dans les informations au Brésil. Alors pas sur les chaînes qui sont américanophiles, mais sur les chaînes qui sont chrétiennes ou les chaînes qui donnent de l'information alternative à la propagande nord-américaine. Eh bien, l'information, elle a été relayée. Donc, l'épidémie de coronavirus, elle a été importée par personne, elle a été envoyée aux États-Unis et au Canada à partir d'un laboratoire P4 de l'armée américaine. Ils ont contaminé des soldats. Les soldats, ils sont allés à Wuhan. Et avec le début de la 5G, ils ont contaminé tous les militaires du monde entier. La preuve, c'est que tous les foyers de coronavirus en France et au Brésil, ils ont démarré autour de bases où il y avait des militaires qui sont allés en Chine. Et les Américains ne trouvaient rien de mieux que d'envoyer 20 000 soldats en Italie. C'est eux qui ont amené le coronavirus en Italie et qui ont contaminé tout le monde. La même chose en Belgique. On peut suivre, quand on regarde les foyers de coronavirus et qu'on met la carte des militaires qui ont participé aux Jeux Olympiques de Wuhan, on sait très bien que c'est établi. C'est d'ailleurs la version officielle du gouvernement chinois, du gouvernement russe, de toute la gauche brésilienne, de Cuba, de l'Afrique du Sud, de l'Inde. C'est que le virus, il y a plusieurs souches. Ce virus, il est sorti d'un laboratoire P4 américain. Il y avait une souche de ce virus qui était à Winnipeg, et les Chinois ont volé une souche, ont fait voler et ont acheté une souche de ce virus pour savoir ce que les Américains étaient en train de leur préparer dans le cadre de leur vigilance. Donc nous, on croit, le monde entier, à part les États-Unis, même en Europe, moi je suis tous les jours en contact avec des gens dans le monde entier. Quand je discute avec ma famille qui est aux États-Unis ou ma famille qui est à Québec, ou mes amis qui sont à Québec, j'ai l'impression de discuter avec des gens qui sont en Union soviétique et qui me servent la propagande de Big Pharma. OK, donc la version de Marc que tu viens d'entendre, tu l'as entendue souvent par ta parenté du Québec. Bon, alors, c'est pour ça que tu étais prêt à arriver avec des arguments très, très précis. Alors, on dirait que sur la même planète, il y a 2-3 histoires qui se comptent. Autrefois, l'histoire était toujours racontée par les vainqueurs. Alors, la version, souvent, la vraie, on ne l'entendait jamais. Et on dit que la première victime dans un état de guerre, c'est la vérité. Alors, on voit bien que on est déjà manipulé. On n'a plus besoin d'attendre 20 ans, 50 ans, 100 ans. Au fur et à mesure que ça se passe, en Amérique, au Canada, comme en Europe, on a une version et les autres ont une autre version. À qui se fier? Oui, Marc veut intervenir. Vas-y, Marc. Non, mais je ne serai pas longtemps, là. La version que je viens de donner, c'est la version qu'on nous donne. Je n'ai pas donné mon avis. 1. 2. OK. Oh, il est diplomate, c'est bien ça. Non, c'est pas une question, c'est la vérité. Je parle avec ma tête puis mon cœur autant que possible, puis j'essaie de laisser de côté les autres parties de mon corps. Ceci dit, j'ai juste donné ce qu'on nous donne. On est à une époque où, et je répondrai, à qui croire? Qui croire? Dépendamment des sources que nous avons, même les sources ne sont plus crédibles, les chefs d'État ne sont plus crédibles, les propagandes ne sont plus crédibles. Donc, ce que Pascal vient de dire, ça reste pour moi, je parle en mon nom et pas au nom de personne d'autre, pour moi, ça reste des hypothèses plausibles. Et des hypothèses plausibles méritent qu'on les étudie et qu'on les vérifie.
comment Au les même titre vérifier? que ce qu'on se fait dire ici, là. Hein? Alors, regarde, comment les On vérifier? prend ça pour du cash, là. C'est ça. Comment les vérifier? C'est sûr qu'avec une version qui nous arrive direct du Brésil présentement, ben, c'est déjà une manière de vérifier. Est-ce que c'est vrai qu'ailleurs, on nous dit autre chose? Et là, on voit bien qu'on dit, mais est-ce que vous allez être d'accord de parler de l'économie puis de la morale? Bien sûr. Ça, c'est peut-être semblable partout sur la planète. Les gens ont eu de la difficulté à conserver leurs emplois. Ici, confinés, il y en a plein qui ont perdu leur... ou alors, leur emploi est en suspens. Ils ont reçu une subvention du gouvernement, pas des banques, du gouvernement, qui était prêt à endosser les prêts qu'ils faisaient aux citoyens en disant « Continuez à payer votre loyer, puis restez chez vous, puis on donne de l'argent à votre patron pour que lui, votre patron, soit capable de payer ses loyers. Et le jour où l'entreprise va reprendre, ben, vous allez déclarer les argents que vous avez reçus dans votre prochain rapport d'impôt, parce que si vous faites beaucoup d'argent au cours du reste de l'année, ben, vous aurez à rembourser de l'argent au gouvernement ou vous aurez à payer de l'impôt en conséquence. Et les entreprises, ben, on va vous aider comme on a... En tout cas, on sait que le Canada est endetté de milliards de dollars à cause des 2 mois de COVID. Et ça, les banques s'en lavent les mains parce qu'ils sont très fiers. Le gros coup d'argent est dans leur poche. Ils vont faire encore des milliards de profits. C'est de l'argent qui n'existe pas, Richard, donc on s'en fout. Ouais. Ben, les gens sont obligés de le trouver, cet argent-là, même si elle n'existe pas. Ah, ils le fabriquent, c'est une opération informatique. Ils fabriquent de l'argent comme toi, tu fabriques du caca quand tu vas aux toilettes. Excuse-moi de dire ça. Oui, mais ça, c'est réel. Le caca, il est réel, puis il pue. C'est vrai que l'argent liquide vient presque de disparaître. Les gens qui attendaient des pourboires avec de l'argent, ils en auront plus. Ils ont besoin pour avoir des pourboires, des petits schlick-schlick, des machines pour vérifier. Mais l'argent liquide, c'était pas du caca, c'était du pipi parce qu'ils disent que c'est liquide et ça pue et c'est sale. Alors, on avait de l'argent liquide qui est devenu de l'argent sale. Et ça, on s'en sert plus. Ça, c'est ce qu'a dit la Fondation Rockefeller en 2019. Elle a émis un document que j'ai mis d'ailleurs en ligne et mes 4 vidéos où il était mentionné, mes 4 vidéos ont striké sur YouTube, mais par contre, elles ne strikent pas sur YouTube ou elles ne strikent pas sur Weibo. Et elles ne sont pas non plus au Brésil. Donc, les Américains sont en train de verrouiller leur propagande. Ils sont contre la liberté de l'information. Ils sont pour l'information qui les arrange. Et quand on donne une information contradictoire, si on a le malheur d'être sur YouTube, donc le YouTube russe, j'ai pas de problème au Brésil, j'ai pas de problème non plus en Chine parce que j'ai quelques vidéos qui sont en Chine. Par contre, aux États-Unis, YouTube me strike toutes mes vidéos où je parle de la 5G, du faux virus, de la blague, hein, la masquerade du virus et où je parle de ID 2020. Toutes mes vidéos ont été strikées. J'ai une vidéo qui avait fait 140 000 vues qui a été strikée en un mois. Tout simplement parce que les Américains ne veulent pas qu'on informe la population mondiale sur le fait qu'en 2009, Rockefeller, la fondation Rockefeller, qui a le contrôle de l'OMS, a émis un rapport où elle a exactement raconté qu'elle allait faire une pandémie mondiale, qu'elle allait imposer ID 2020, qu'ils allaient fermer l'économie mondiale pendant 3 mois, et qu'ils voulaient supprimer le cash et imposer un vaccin avec un nano-tatouage qui empêche, soit on l'a et on voyage, soit on l'a pas et on ne peut pas voyager. Voilà. Et donc, où on va maintenant se faire pucer, on rentre dans le royaume de la bête de Bill Gates, parce que Bill Gates, c'est le dindon de la farce. Derrière, il y a la fondation Rockefeller. Et Rockefeller, en 2009, que les gens aient sur ma chaîne YouTube, il y a encore une vidéo qui est là. En 2009, la fondation Rockefeller a écrit un document de 400 pages où ils ont raconté tout ce qui se passe maintenant et que c'était une stratégie de contrôle mental, c'est une psy-op basée sur la peur d'un virus qui n'existe pas. Ce sont 3 souches qui ont été manipulées en laboratoire, qui ont été expliquées clairement à la population pour faire avancer leur agenda. Ils ont créé ce problème. Il y avait la 5G qui crée des symptômes de la grippe. Ils ont manipulé des virus en laboratoire. Ils les ont répandus par l'armée, comme ils avaient fait en 1919 avec la grippe dans le monde entier. Et derrière, ils ont un agenda, l'agenda du nouvel ordre mondial, où ils veulent nous imposer la puce, la suppression de la monnaie liquide, la taxation générale, et nous on est contre ça, on est 2VT, donc no vax, no tax, no vote. On ne vote pas, on détourne on paye en cash et on détourne et on ne fait pas de vaccination. Donc on ne paye pas de taxes, on se met en situation pour payer taxe 0 et on paye tout en cash, évidemment. On ne se vaccine pas et on ne vote pas. C'est la première base à partir de laquelle on peut faire tomber le nouvel ordre mondial.
Oh, monsieur. Alors, j'ai l'impression que mon émission va être strikée aussi. Ah, il y a des grandes chances. Non. Alors, ce que je vais faire, je te le dis, je vous le dis à tous les deux, ce qu'on vient d'enregistrer va d'abord être placé dans le club créé parce que c'est trop compromettant. Oui. Ça va permettre à des gens qui ont compris de le copier rapidement parce que sinon, ça durera pas. Mais c'est assez incendiaire tout ce que tu nous dis, mais si ce que tu nous dis correspond à des faits sociaux au Brésil, ça veut dire qu'il y a vraiment deux mondes sur la planète. Il y a l'hémisphère nord et il y a l'hémisphère sud. Et l'hémisphère nord, c'est l'Europe et l'Amérique, on va dire, parce que la Russie, probablement qu'ils sont piégés un peu, mais même s'ils veulent être un peu à contre-courant, dans le BRICS, comme tu disais tantôt, B pour Brésil, R pour Russie, I pour Inde, C pour Chine, puis on rajoutait... Et South Africa. South Africa, exactement, de S à la fin, BRICS, South Africa. Alors, on voit que c'est presque tous des pays de l'hémisphère sud, excepté la Russie. Ouais. Alors là, Marc, c'est très pénible de discuter avec deux points de vue presque, je dirais minimalement différents, sans être opposés. Est-ce que l'économie bancaire, bankster qu'on connaît, qui attendait juste les beaux moments de mettre de l'argent encore dans les coffres des banques, avec les intérêts, moi j'ai demandé à que mon hypothèque soit retardée de 6 mois. Non. On m'a envoyé une lettre pour me dire, si vous faites ça, c'est les intérêts que vous aurez à payer de toute façon immédiatement. Et en plus, les intérêts qui sont reportés vont être reportés dans le capital à la fin, et le capital va être reporté aussi, ça c'est normal un peu, mais on n'a pas un congé de payer nos affaires, on n'a pas un congé de payer le loyer, pour ceux qui ont des loyers à payer. On s'en rend compte que c'est les banques qui vont faire un gros profit avec tout ça. Tu n'avais qu'à acheter des actions des banques, mon cher. J'aime ta réponse. Ah, Geneviève avait baissé ton son. Répète-nous ça, Marc. Mon son était baissé. Ils ne veulent pas que j'intervienne. J'ai dit, tu n'as qu'à acheter des actions des banques. Ben oui, c'est ça. Le système capitaliste est basé sur ça. Ben ouais, regarde, écoute là. Je suis pas à l'opposé de ce que Pascal dit. J'ai jamais dit ça, moi. Non. J'ai juste dit, pour être juste, quand on entend des choses, si ça semble plausible, puis j'utilise le bon mot, si ça semble plausible, ce qui est dit se doit d'être vérifié. Et c'est normal, ça s'appelle de la conscience et du discernement. Je n'ai pas dit que ce que Pascal apporte est faux. Je jamais dit ça. J'ai même moi-même tendance, et c'est très tentant, de dire, c'est comme ça, parce que ça s'explique même logiquement, puis Pascal semble avoir beaucoup de sources détaillées comme moi, que ce soit des dates, que ce soit des conférences de presse, des noms, etc. Ce que je n'ai pas, je suis pas spécialiste là-dedans. Ce que j'essaie de représenter, c'est le simple citoyen qui se fait inonder et manipuler de tous bords, tous côtés. Et d'avoir du discernement dans ce cas-là, c'est extrêmement difficile. Ma question à moi, c'est, dans tous les cas, qu'est-ce que l'humain, l'individu humain, devrait faire? Monter aux barricades avec des mitraillettes, c'est vraiment pas dans mes intentions d'être conscient de ce qui se passe, à part nous causer des brûlements d'estomac, nous empêcher de dormir le soir. On peut pas faire grand-chose parce que nous sommes à la base de la pyramide. Nous sommes manipulés par des gens qui sont en position de nous manipuler. Il semble très bien y avoir une guerre, un peu comme Jean disait. Il y a une guerre actuellement pour le contrôle du nouvel ordre mondial et les coups se donnent bas et leur moralité à eux n'est pas, ils ont une moralité, mais qui n'est pas la moralité que nous avons appris avec les religions. Je suis obligé de dire ça parce que les banques ont leur moralité. Par exemple, l'expression américaine qui dit business is business. Alors je te fous à la rue,
je te saisis tous tes biens, je te rends pauvre comme job, mais business is business. Et le voisin va dire, ah ben, c'est correct. C'est la moralité des affaires, on va dire les affaires. Mais ce que Pascal dit, je dis, c'est fort plausible. Pour ne pas dire, je suis un adepte de ce que Pascal dit. Je me garde une petite réserve parce c'est jamais parfait tout ça. Qui back qui? On a eu aussi je sais pas le nom juif là, mais une des sections des juifs orthodoxes qui supporteraient Poutine par exemple en Russie. Et Poutine qui se montre toujours avec des pop depuis que l'URSS n'existe plus, c'est seulement la Russie. Alors, il est très difficile d'avoir un discernement parfait dans tout ça. Puis je pense que Pascal, peut-être toi tu trouves ça facile, tant mieux, j'aimerais avoir ton talent, mais les personnes en général comme moi sont devant tout ça, mais on sait qu'on est manipulé. Alors, quoi faire? Une révolution sans solution, sans alternative, je suis contre. On ne détruit pas des choses sans avoir une solution de rechange. Ouais. C'est ça mon point à moi. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes, toi, Pascal? Votre réaction qui est... j'embarque pas dans le nouvel ordre mondial de la manière qu'ils veulent nous manipuler comme un troupeau qu'on va envoyer à l'abattoir au besoin, juste à peser sur un bouton 5G ou autre. Là, quelle est votre solution? C'est une solution, ce que vous avez? Alors nous, on a une solution dans la synarchie de Saint-Hilde-d'Alvet, c'est l'interdiction des personnes morales. C'est-à-dire qu'une corporation... Voilà. OK. Là, je suis content. Donc, la première décision à prendre pour changer les choses, c'est d'interdire les personnes morales, en particulier les personnes morales de droit commercial. C'est-à-dire une corporation, elle est là pour faire du bénéfice et seulement du bénéfice. Et quand elle arrête de faire du bénéfice, on la tue. Voilà. Alors, soit on laisse des corporations et elles vont tuer l'humanité, soit on prend la décision de tuer les corporations. Alors, c'est le droit allemand qui a commencé ça, à donner une personnalité juridique à des personnes morales. C'était interdit pendant tout le Moyen-Âge, c'était interdit en droit français. Il pouvait y avoir des associations de personnes, hein, mais il n'y avait certainement pas des personnes morales. Et une personne, d'ailleurs, autrefois, une personne qui aurait eu un but seulement lucratif, on aurait appelé ça un salopard. Donc, on a créé un instrument juridique pour une usine à salopard. Et cette usine à salopard, qui est le droit moderne, notamment le common law, hein, dans le monde anglo-saxon, c'est une usine à faire des salopards immoraux. Et ces salopards immoraux nous ont montré qu'ils étaient une usine à faire des salopards immoraux. Et depuis 600 ans, on a une humanité qui est complètement corrompue, qui est corrompue par la corporocratie, qui est en train de projeter, de nous zigouiller, y compris avec des vaccins, y compris de zigouiller notre économie en fermant nos économies avec des fantasmes et des mesures anti-médicales, tout simplement parce qu'on est dominé par une bande de cinglés qui se cachent derrière des corporations. Première chose à faire, c'est supprimer les corporations. Deuxième chose à faire, est déposséder les propriétaires des corporations. Deuxième chose, c'est aller chercher ces personnes chez elles, parce que c'est un petit groupe de personnes, c'est environ 400 familles, principalement occidentales, avec des familles en Inde, au Brésil, etc. Ils ont des relais, hein, on sait qui c'est. C'est gouverné depuis la City of London par 300 personnes, c'est le convent des 300. Il faut savoir qu'à la tête de ça, il y a la reine d'Angleterre, et la reine d'Angleterre, elle ne s'incline devant personne, sauf... Il est préférable de réserver la suite de cette discussion incendiaire par notre invité de Rio, qui est très d'accord que nous réservons au club créé, pour revenir maintenant à des propos plus acceptables. Alors, puisque Marc, tu parlais de morale et d'amoral, en fait, il faut comprendre, dans l'islam, on a un dispositif intellectuel qui explique bien ça. On a la charia. Donc la charia, elle gère la matière et ta volonté par rapport à la matérialité. Donc c'est gouverné par 3 planètes, enfin un luminaire qui est la Lune, la voie des ancêtres, c'est gouverné par Saturne qui est un grand accumulateur et Jupiter qui va dire la loi, qui va énoncer la loi. Voilà. Après ta volonté, elle est dominée par Mars et après au-dessus la providence divine qui est les réalités spirituelles, la haqiqa, on appelle ça en arabe, les hakika quand on parle en français. Donc on a la charia et les hakika. Les hakika, elles dépendent de Vénus, de Mercure et du Soleil. Donc tous les jeux des musulmans, c'est
d'être orienté vers la matière selon la loi, les lois naturelles, et d'être orienté vers Dieu selon les réalités spirituelles. C'est pour ça que, par exemple, en islam, on fait les da'wah, c'est-à-dire qu'on répète 28 noms de Dieu qui sont associés à chacune des lettres de l'alphabet. Bon, en tout, il y en a 99. Mais en tout cas, il y en a 28 qui sont liés aux lettres de l'alphabet. Et la dernière lettre, la da'wah qui correspond, c'est Allah, le grand pardonneur. C'est-à-dire que quand l'humanité sera arrivée au comble de sa déchéance, de sa déshumanisation, de sa saturnale, de l'emprise de la Lune, eh bien, il y aura une libération totale et instantanée. On a aussi ça dans le bouddhisme avec le mythe du Bouddha Amitabha. Donc Amitabha, il a fait le vœu qu'à la fin des temps, lorsque le soleil va engloutir la Terre, tu vois que les bouddhistes, ils connaissent aussi la cosmologie scientifique, il dit, dans le bouddhisme, on dit que lorsque le soleil va envahir tout son espace, va devenir une supernova ou une naine rouge, je sais pas comment c'est, il va devenir très grand, il va englober la Terre et toutes les planètes du système solaire. À ce moment-là, du troisième œil du Bouddha Amida sortira un rayon de lumière et les survivants qui seront sur Terre pourront monter sur ce rayon de lumière et aller dans un autre système solaire. Ça, c'est une légende du bouddhisme. Donc, ça veut dire que quand tout est perdu, tout, c'est comme dans le yin et le yang, au plus profond du yang, de l'obscurité, il y a le principe de lumière. C'est-à-dire on passe actuellement par un triomphe des forces de déshumanisation, de matérialisme, de haine, de méchanceté, de cruauté, de cynisme. Ça n'a jamais été autant, mais il n'y a jamais eu autant de lumière. Il n'y a jamais eu autant d'aide spirituelle. La preuve, c'est qu'on est là d'ailleurs. Combien de personnes vont nous écouter et vont recevoir ce rayon de lumière? Plein. Ça en vaut la peine. Tu vois? Un dernier exemple pour pas tenir tout le temps le cracheur, après je vais me taire. C'est une petite fille qui marche sur la plage, tu vois, et la mère, elle a amené plein d'étoiles de mer, voilà. Et puis la petite fille, elle commence à jeter les étoiles de mer comme ça, à les renvoyer dans la mer pour pas qu'elles meurent. Et alors le papa dit, mais pourquoi tu fais ça? Il y en a des milliers d'étoiles de mer, elles vont toutes mourir. Et la petite fille dit, oui mais papa, l'étoile de mer que je vais renvoyer dans la mer, pour elle, ça va faire la différence. C'est vrai. C'est bien dit, c'est simple, c'est ça. Et c'est là, nous on est là, dans cette incarnation qu'on a choisie, toi Richard, toi Marc, moi ici, on a choisi sciemment avant de venir, ce qu'on est en train d'expérimenter maintenant, on a choisi de vivre ça, et pour certains d'entre nous d'être rien comprendre, pour d'autres comprendre, et pour un petit nombre d'entre nous d'être des passeurs. Et cette émission, elle est ça. L'ésotérisme expérimental, ça a été une des émissions les plus vues par les Québécois. C'est parce que Richard, il s'était incarné à ce moment-là avec cette mission-là et qu'il a eu la lucidité, l'intelligence et le cœur pour mener à bien sa mission. Moi, je fais des thèmes astrologiques tous les jours, je fais 5 thèmes astrologiques par semaine. Eh bien, j'ai pas une seule personne qui me fasse une demande de thème sans me demander quelle est ma mission de vie. Ça, on peut le savoir. Ma carte du ciel fait une étoile de David, mais parfaitement. Et ça, moi j'ai un ami rabbin à Montréal, il me baise les pieds parce que pour lui, j'ai un signe du ciel. Ma mère disait toujours quand elle était enceinte de moi, faites du divin, puis elle se frottait la bédaine quand elle me portait. Je ne veux pas m'enfler la tête du tout, mais j'ai eu une expérience à 5 ans qui a changé ma vie pour toute ma vie. Et à 13 ans, on m'avait annoncé déjà qu'en 2023, au début de 2023, un événement majeur va se produire pour toute l'humanité. Eh bien, on en arrive à 2023. On a passé à travers les peurs de 1961, avec Cuba. 1982, on a eu des peurs. Heureusement qu'il y a eu un soviétique, un responsable de la défense de la Russie, qui a vu venir des dots sur les écrans radars et qui a dit, il a appelé au pôle Nord, au nord de la Sibérie, est-ce que vous les voyez? Ils passent au-dessus de vos têtes. Et on dit, il n'y a rien qui se passe. Sur nos écrans, on voit qu'il y a des dots de lumière. C'était une manipulation des points très brillants. Et il a décidé, lui, qu'il ne déclenchait pas la réplique. Tu as entendu parler de ça? Oui, Gorbatchev s'est exprimé. Alors Gorbatchev, il était venu à Luxembourg faire une conférence, l'ancien président du RSS, enfin de la Russie,
Et puis, je lui avais posé la question. Je lui ai demandé, est-ce que... Oliver Stone est allé le chercher en Russie pour l'amener comme un héros planétaire. Et il a passé à une émission du soir, genre Jeleno. Et après qu'il a été montré en public, c'était Johnny Carson en réalité. Après avoir été montré en public à la télévision, le lendemain, avec Oliver Stone, ils s'en vont dans un McDonald's avec ce Russe qui ne parlait pas l'anglais du tout, et avec un traducteur. Et dès qu'il a mis les pieds au McDonald's, les Américains l'ont reconnu. Il a été adulé, aimé. Il dit, jamais en Russie on m'a rendu cet hommage-là, alors qu'il avait refusé d'envoyer la réplique avec des fusées intercontinentales contre les États-Unis à cause de l'arrivée des Dots. Lui, il a dit non, s'il les voit pas passer au-dessus de leur tête, c'est un effet électronique, j'embarque pas. Et il y a eu une voix en dedans de lui qui lui disait non, parce qu'il pesait sur le bouton rouge car il y avait l'autorité. Et il a empêché en 1982 une destruction planétaire. Et ça, c'est un événement qui avait été prévu par des voyants en 82. Bon. Et ensuite de ça, il y a eu le fameux bug de l'an 2000 où on pensait bien que là, on aurait une catastrophe planétaire, les ordinateurs ne suivraient pas, puis tout ça. On a passé à travers. Mais pour moi, 2023, c'est toujours pour moi, parce que c'est moi qui l'ai eu et je l'ai toujours vécu. J'en ai parlé dans les années 80. Il y a quelqu'un qui a fabriqué des chandails. Rendez-vous 2023, rendez-vous 2023. Mais j'ai appris que rendez-vous 2023, en français, ça se dit rendez-vous. Mais en anglais, il y a deux mots pour rendez-vous. Il y a meeting, puis il y a surrender. Et ça va être les deux mots en même temps. Ça va être à la fois un surrender pour certains, un rendez-vous à bas les armes, lâcher prise, et de l'autre côté, un rendez-vous meeting. Oui. 2023. Avant, tout ce que tu as annoncé, déclenchement de ce qui se passe après, 24, 25, 26, 27. Puis après ça, on va avoir quelque chose qui devrait, d'après les prophéties de Jean 23, 2000 ans plus l'âge du Christ, c'est-à-dire 2033. Moins 5 ans, a-t-il dit. Ah, et moins 5 ans? Ah, oui, alors là, Jésus est né en moins 5, donc ça fait 2027. Ah, ben là, oui, si tu le fais comme ça... Marc. Marc, il est encore là. Mais Marc, c'est un intellectuel aussi. Il a lu plein de grosses briques avec grand bonheur. Inca, hein, je me souviens, tu m'avais marqué quand tu m'avais dit tout ce que tu avais appris sur la tradition des Incas. Ça te dit quelque chose, Marc? Ben souvent, ça peut être des romans de gens qui sont bien informés. Ouais. Ça s'appelle, le livre dont tu parles, qui est une grosse brique qui est reconnue à travers le monde, ça s'appelle Azteca. Azteca, c'est ça, pas Inca, Azteca, excuse. Oui. Puis c'était bon, c'est un roman c'est un peu comme le film que je t'ai proposé, qui est sur Netflix, qui s'appelle The Platform en anglais. En français, La Plateforme, c'est pas original. Oui. Et c'est le plus beau cours sur l'hommerie. Je vais appeler ça l'hommerie, sur l'humanité, sur le bipède que nous sommes en société. Et je le recommande à tout le monde parce que c'est une fiction, mais mon Dieu que c'est pertinent et clairvoyant. C'est pour ça souvent que j'ai peu d'espoir en l'humanité telle qu'elle est. Par contre, si je ne vois que les 2/3 qui, de toute façon, seront peut-être plus là à un moment donné, tout est OK. On se comprend? On s'est posé souvent la question en disant, hey Marc, si tu avais le pouvoir et un bouton rouge pour faire disparaître la moitié de l'humanité, est-ce que tu pèserais dessus? Et j'avoue des fois que c'est tentant. Mais non, je ne pèserais pas sur le bouton rouge. Connaissais-tu la prophétie de Jean Bosco? Ben, je viens d'en entendre parler, là. Je la connaissais pas avant. Pour les Brésiliens, c'est majeur. Oui. Mais eux, ils ont eu Xavier... Chico Xavier. Psycho Xavier, oui. Lui aussi, il a vu des choses. Et il est disparu juste avant les événements majeurs, là. Il a tout. Pardon? Il a parlé de la date limite, c'est-à-dire la date limite, hein, qui était cette année, hein, en 2019. Et il avait dit qu'il fallait
absolument éviter des guerres mondiales jusqu'en 2019. Que Ouais. si on évitait les guerres mondiales jusqu'en 2019, nos amis intraterrestres se manifesteraient. Lui, il avait déjà été en contact avec eux et qu'il en connaissait d'autres endroits de notre galaxie. Mais que si on faisait des guerres mondiales, ça se passerait pas et ça se passerait très mal pour nous. Et là, s'il y a eu les 2 guerres du Golfe, hein, donc on est revenu dans un cycle des guerres mondiales. Donc très certainement, ils ne se manifesteront pas. Et d'ailleurs, ce qu'ont prévu les Illuminati, c'est de nous faire une fake attaque extraterrestre. C'est le programme que tu connais bien. Tu as dû te parler, Serge Monas, qui est le programme Bluebeam. C'est-à-dire, ils vont faire croire à une attaque extraterrestre fake. Ronald Reagan, d'ailleurs, était allé raconter ça, le cinglé, là, l'alcoolo, là. Oui, Ronald Reagan, oui, c'est ça. C'était sa femme qui tombait dans les bacs de géranium, là, mon petit Reagan, là. Et donc, ce cinglé, là, cet acteur d'Hollywood, parce que quand ils ont des programmes importants à faire passer, ils peuvent pas avoir des politiciens normaux un peu crédibles, ils sont obligés de prendre des super andouilles, comme George Bush ou Ronald Reagan, tu vois, c'est vraiment les moments critiques, ils ont besoin d'avoir que des acteurs. Ou Donald Trump. Ou Donald Trump. Voilà, ou Donald Trump, avec son caniche sur la tête. Donc, ils ont besoin d'avoir des idiots du village comme ça. Et alors, avec Reagan et avec Trump, c'est toujours les néocons, ils portent bien leur nom. Hein. Dommage pour eux qu'ils connaissent pas le français. Mais voilà. Donc, à chaque fois, on leur ressort la même soupe et à chaque fois, ça marche autant. Moi, j'attends toujours les enfants qui sont sortis des tunnels. J'attends toujours la fin d'Internet le 1er avril. J'attends toujours Madonna arrêtée, les 400 000 arrestations. J'ai écrit à Alexis Cosette pour lui demander s'il avait enfin eu son doctorat et s'il avait arrêté son émission et s'il avait arrêté de faire payer son doctorat de Ouais, mais attends une minute. Là, je vais prendre la défense d'Alexis Cosette parce que, en fait, le pauvre gars, il est allé toucher à des choses délicates et il n'a jamais dit qu'il était embarqué dans les QAnon comme si c'était la vérité absolue. Il rapportait ce que QAnon avançait. Est-ce que tu as une idée pourquoi on a appelé ça le COVID-19? COVID, alors que c'est pas coronavirus 19, c'est COV, C-O-V. Alors ça devrait être C-O-R, coronavirus. Alors après ça c'est vide. Alors que c'est virus, ça serait VIR. Alors, VID. Et après ça, c'est 19. Alors, la première lettre de l'alphabet, c'est la lettre A. Et la 9e lettre de l'alphabet, c'est la lettre I. AI. Artificial Intelligence. Oui. Alors, nous, on dit le vide, c'est le VID. ID, c'est le ID. Votre identification, votre code d'identification sera produit par de l'intelligence artificielle. Au Brésil, on dit c'est Certificate of Vaccination ID 2019. Et en plus, c'est féminin. En plus, c'est féminin. Mais tout partout maintenant, c'est la COVID. Moi, j'en reviens toujours pas. C'est à cause de la maladie. Coronavirus portait une épidémie ou la maladie ou l'épidémie, c'est féminin. Maladie ou épidémie, c'est féminin. C'est pas ça qui est intéressant. Mais notre conversation, moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça beaucoup. Je suis pas en charge de la conclusion, là. Ça prend une seconde, Pascal. Mon cher Pascal, pour le moment, l'idéal, c'est de ne rien faire et d'attendre. Puisque tout est écrit et tout doit arriver. Ah, ben justement. C'est-à-dire que c'est ce que nous dit René Guénon. René Guénon dit qu'à l'époque où on n'aura pas d'aide extérieure avant la fin. Ah, et que pour passer à travers cette période sombre, on a on a une fenêtre de tir pour notre propre perfectionnement spirituel. Donc, c'est-à-dire que pour notre perfectionnement spirituel. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire on a une opportunité en matière de perfectionnement spirituel qui est absolument unique à notre époque. Et on n'a jamais personne dans aucune école initiatique n'a eu accès à autant d'informations ésotériques qu'on en a maintenant. C'est exceptionnel dans l'histoire de l'humanité d'avoir autant facilement et massivement avoir accès à la gnose. C'est vrai ça. Les livres sont là, Internet donne accès à toute la connaissance instantanément à tout le monde qui se pose des bonnes questions. C'est grave, mais ceux qui n'en profiteront pas on dit que ta nourriture soit ton médicament, que ton aliment soit ton médicament.
mais c'est la même chose sur le plan de l'esprit spirituel. Si tu veux régler des problèmes d'ordre mentaux, puis c'est drôle qu'on dit mentaux, alors on s'abrille avec du mental. Oui, mais que ta nourriture, lecture spirituelle, soit ton aliment et ton médicament. Les Anglais, ils ont une expression que j'aime bien qui est as you eat, so you become, ou as you think, so you become. En français, on dit dis-moi ce que tu manges et dis-moi ce que tu penses, je te dirai qui tu es. Ouais. Moi, j'ai toujours ma position avec le striatum. Vas-y, Marc. Oui, j'attendais. Hey, il l'avait pas dit encore. Oui. Ben oui, c'est pas normal. Il faut que je sois fidèle. Si on peut trouver. Explique à Pascal. Sais-tu ce que c'est le striatum, Pascal? Ben non, il va me l'expliquer. C'est la potion du match. Là. Mais t'as 5 minutes, Marc. Oh, ça va être plus vite que ça. Le striatum, ça se vérifie sur Internet, est une glande qu'on a juste derrière le cortex. Et cette glande-là, c'est grâce à elle que l'humain a réussi à maîtriser la planète, à se défendre, à devenir une race supérieure. Les animaux aussi ont un striatum. Le striatum, lui, génère de la dopamine sur des choses bien précises, à savoir... il faudrait lui donner les références, je les ai pas avec moi, mais il y a 5 choses dont le sexe, l'alimentation, autrement dit, qu'est-ce qui nous pousse à bouffer, à manger, c'est de la survie. Et si je mange, j'ai une belle décharge de dopamine que mon striatum, un bel ange gardien, m'envoie. Donc, si je fais je vais comprendre l'expérience, et aussi que c'est devenu un bug, et presque notre ennemi, on a fait les expériences avec un rat tout simplement, avec une petite pédale. Quand le rat pèse sur la petite pédale, il y a un bonbon qui descend. Bon. Et on s'aperçoit qu'au bout de 5 ou 10 minutes, le rat a compris qu'à chaque fois qu'il pèse sur la petite pédale, il y a un bonbon. Et à la fin, frénétiquement, excuse, je te regarde dans mon écran, c'est pour ça que je vais essayer de regarder dans la caméra. C'est pour ça que notre rat, à un moment donné, apprend très vite et en moins d'une demi-heure, frénétiquement, il pèse sur la pédale. Ça devient une folie. Et l'humanité en est arrivée, surtout en Occident, à avoir de la bouffe autant qu'ils veulent. Et là, le striatum joue un mauvais tour. C'est que plus je mange, plus il m'envoie de la dopamine. Le sexe, maintenant, c'est gratuit sur Internet. Alors, plus je fais du sexe, plus j'ai de la dopamine. Il y a ça, il y a la connaissance de son environnement, il y a s'unir pour des entreprises, que ce soit la chasse, que ce soit les fameuses corporations dont on parlait, réunir des gens qui ont de l'argent pour réussir à nous faire, etc., etc. Sauf que l'humain maintenant, surtout en Occident, aussi en Orient, mais dans les pays pauvres, sont encore eux au stade du sexe et de la bouffe. D'ailleurs, quand les gens crèvent de faim, ils font beaucoup d'enfants, puis c'est connu, malheureusement. Donc, ce striatum-là, si on pouvait, que ce soit par onde magnétique, que ce soit par une chimie quelconque, le contrôler, à savoir le limiter, l'humanité changerait. Et changerait du jour au lendemain parce que toutes ces valeurs intrinsèques, ces valeurs, je vais dire animales, génétiques, changeraient. La satiété, le striatum ne le connaît pas. C'est intéressant si tu as le temps, parce que tu m'as l'air d'un gars qui travaille beaucoup, mais si tu as le temps de lire le bouquin qui s'appelle Le bug humain. C'est le titre du livre. Le bug humain. J'essaie de retracer le nom de l'auteur. Ça a sorti, je pense, l'année dernière ou l'autre année avant. Donc, c'est très, très récent. Et c'est un best-seller au même titre que Sapiens, par exemple, ou Homo Deus de comment il s'appelle, Harari. Alors, grande recommandation. Moi, ça a été une révélation. Puis je me dis, dans le fond, la solution est simple. C'est de trouver le moyen. Et là, on n'a pas besoin de faire de guerre. Non, ça c'est une solution extérieure et elle peut pas fonctionner.
Alors, qu'est-ce que nous disent les traditions spirituelles? C'est que quand les sages ont déployé complètement leur énergie Kundalini, il y a une transformation dans la chimie de leur cerveau. Ils n'ont plus besoin de s'alimenter, ils n'ont plus besoin d'avoir du sexe. Donc, encore une fois, autrefois on était télépathe, on n'avait pas besoin et on s'envoyait des messages à distance avec le géomagnétisme et on n'avait pas besoin de téléphonie mobile. Autrefois, on savait contrôler cette glande quand on atteignait un certain niveau de sagesse. Or, l'humanité actuelle, dans son ignorance, elle s'achète des prothèses, elle s'achète des gadgets, elle veut avoir de l'éveil et de la réalisation à bon compte par des moyens techniques, et c'est l'ordre de faute, ça ne l'amène que dans le mur. On n'a pas, il y aura pas de pilule du bonheur, il y aura pas de sauveur. La pilule du bonheur, c'est nous. Le sauveur, c'est nous. Comme dit Guylaine, on est des dieux et des déesses, on est des dièses, c'est-à-dire que la communication à distance, la télépathie, arrêt de vivre d'amour et d'eau fraîche, tout ça, il y a des gens qui l'ont fait avant nous parce qu'ils avaient atteint des états de réalisation spirituelle suffisants et on n'a pas besoin d'avoir des docteurs nimbus dans des laboratoires en train de créer, je sais encore quelle chimère, parce que le problème de ces découvertes scientifiques, c'est que systématiquement, ça va vers le lobby militaro-industriel. Donc, quand on découvre... Ce dont je parle, ce n'est pas ce dont je parle. Je m'excuse de t'interrompre. Ce n'est pas du tout le résultat d'une recherche scientifique humaine. Je n'y crois plus. Ce que je dis, c'est, je vois une solution, je n'ai pas les moyens, mais elle ne viendra pas de notre science actuelle et surtout pas de nos intérêts, nos dirigeants actuels. Ça peut être d'autres choses, hein. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'on est en train de parler, là. D'accord? Le moyen pour le prendre, je ne le connais pas. Mais je sais sur quelle cible viser. Si je peux utiliser cette expression-là. Je sais très bien que si on touche à ça, de quelque façon que ce soit, il devrait se passer quelque chose d'intéressant. Oui, mais j'arrête là, je sais pas. C'est comme quand on a découvert la bombe atomique, c'est quand on a découvert la Aussi, fusion ou la il y a ça. C'est toujours le problème. Voilà. Sauf que le problème, c'est qu'on est gouverné par au Brésil, on dit le Brésil, c'est une Ferrari gouvernée par des singes. Voilà. Le problème de l'humanité, c'est que tu peux donner toutes les Ferrari que tu veux à l'humanité, tant qu'on sera gouverné par des singes, ça va donner une catastrophe. Donc, si les sages des temps passés voulaient un certain niveau d'ignorance, et se réserver d'ailleurs dans les cercles ésotériques, dans les cercles initiatiques, le fait de pouvoir léviter, le fait de pouvoir communiquer à distance, le pouvoir de pouvoir s'affranchir du temps, de l'espace, le fait d'avoir plusieurs vies en même temps sur plusieurs planètes différentes, des endroits de l'univers, on a des témoignages de ça, des sages des temps anciens. Si ça n'a pas été technicisé et si ça n'a pas été vulgarisé, c'est parce qu'il y a toute une partie de l'humanité, les 2/3, qui, elle est Homo sapiens, mais peut-être pas Homo sapiens sapiens. Hein. C'est-à-dire, il y a un petit bout de sapiens qui manque. Hein. Et quand on regarde en Russie, c'est ce que tu disais, Richard, ce général russe, eh ben, il a sauvé la planète en ayant à un moment un peu plus de sapiens qu'Homo sapiens sapiens. Et c'est ces gens-là qui vont sauver l'humanité, ou des gens comme le Mahatma Gandhi, qui disent on va avoir notre indépendance nationale sans passer par la violence. On va laisser la responsabilité de la violence aux personnes qui sont face de nous. Connais-tu un pays où le peuple est d'accord avec les dirigeants? Au Canada, ce que tu viens de dire pour le Brésil, on dirait la même chose au Canada pour notre président. Les Américains, peut-être conscients, disent la même chose. Est-ce qu'il y a quelque part? Oui, Oui, je connais un, c'est le Bhoutan. Ah, le Bhoutan. Oui, avec la norme du bonheur, comment ils appellent ça, là? C'est pas de l'argent, c'est du... Le bonheur intérieur brut. C'est ça. Oui, le bonheur intérieur brut au lieu du produit intérieur brut. Oui, exactement, exactement. Ah, je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, les gens heureux font pas beaucoup de bruit parce qu'on n'entend pas parler. Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Alors, le magazine que j'ai utilisé durant notre exposé, souvent sur la morale, provenait de ce magazine, Sciences humaines, les grands dossiers, le numéro 2 dans les grands dossiers. Et là, Marc, en nous parlant du striatum, ça m'a permis de revenir avec un autre magazine, puisqu'on parlait de morale. Les animaux ont-ils une morale, un sens moral?
Non, mais ils ont de l'éthique, par exemple. Ça, c'est le torchon, ça. Science et avenir, Ouais. c'est le torchon. Comment tu dis? Les torchons scientistes. Non, j'ai pas compris, moi non plus. Alors, science et vie ou science et avenir, nous, on appelle ça, dans les guénoniens, on appelle ça les torchons scientistes. Oh, wow! Ben, il y a Ouais. des bonnes réflexions faites par des... Non, il y a des bonnes réflexions, mais il y a des mauvaises solutions. C'est ça le problème. C'est-à-dire, pour réfléchir, pour découvrir et réfléchir, ils sont très bons, mais, Oui. mais pour les solutions, ils sont nullissimes, parce que c'est toujours derrière ou Big Pharma ou le lobby militaro-industriel. C'est-à-dire, quand tu ouvres ton journal, il faut te demander à qui il appartient. Est-ce qu'il appartient à des vendeurs de canons ou est-ce qu'il appartient à des vendeurs de pilules? Et le problème, c'est que 99,9% des médias gratuits, ou même des médias qui sont financés par la publicité comme celui-là, c'est ou Big Pharma, ou Big Canon, ou Gros Canon, tu vois. Donc, tu as le choix, c'est ou l'un ou l'autre. Et effectivement, dedans, c'est de la propagande. C'est-à-dire, à partir d'une découverte scientifique, par exemple, les OGM, c'est une découverte scientifique géniale. Ça veut dire qu'on peut donner des qualités qui ne sont pas naturelles à une plante. Hein. Sur le papier, c'est génial, mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'au bout de 6 mois où on fait manger des OGM à des rats, ils sont perclus de tumeurs cancéreuses. Ah oui, ah oui. Pascal, Mais Pascal, attends, Marc. on ne confie pas une Kalachnikov à un chimpanzé. Non. Il y a un magazine qui n'a pas de commanditaire, qui ne fonctionne pas par les commandites. Ici, au Québec, on le paye 25 $ à tous les 2 mois. Il s'appelle le magazine Nexus. Nexus, qui veut dire en latin le nœud. Et le nœud gordien. On va-tu réussir à défaire le nœud? On se souvient de l'histoire. Hein, il est arrivé avec son épée, poum, il l'a coupé avec l'épée. La corde qui était nœudée, qui avait noué, il l'a dénoué d'un coup sec en prenant une épée, tout simplement. C'est comme l'œuf de Christophe Colomb qui tient pas debout. Et Christophe Colomb, il demandait à ses... surtout sur le bateau qui s'en venait, il dit, si quelqu'un est capable de faire tenir mon œuf debout, on retourne en Europe. Parce qu'il trouvait toujours pas de terre. Et l'histoire était que l'œuf tombe tout le temps. Alors, ils ont dit, oui, mais si vous nous le demandez, êtes-vous, vous, capable, puisque vous êtes le capitaine? Il dit oui. Il prend, puis il cogne assez raide que le rond de l'œuf pointu s'écrase et l'œuf reste debout. Okay. Voilà. Alors, je vous remercie vraiment tous les deux. Je trouve que c'était au-delà même de tout ce que j'aurais pu imaginer avant. Habituellement, on prépare des images, des photos. Mais toi, t'endosses tes paroles. Pascal, Marc, t'endosses tes paroles. Moi, j'endosse mes paroles. Mais on a dit au début que ce n'était pas les paroles de l'un et l'autre d'un commun accord. On est allé avec notre personnalité, avec nos compétences, avec nos idées, notre formation, notre culture et notre morale dans les directions qu'on a prises au cours de cette émission. On apprend toujours en écoutant. Et de votre côté, au public, ben, je dis, faites la même chose. Prenez-en, laissez-en, prenez ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien. Puis, je dirais pas de jeter à la poubelle, mettez ça sur une tablette et revisionnez l'émission dans 2 ans. Peut-être que vous allez comprendre encore plus de choses qui ont été dites par un ou par l'autre qui était réfractaire au moment où on l'a entendu. Mais après, on se dit finalement, oh là, aujourd'hui, je comprends. Ouais. La meilleure culture, c'est celle du blé. Ça s'appelle l'agriculture. Le blé, c'est l'argent. Voilà. Mon banquier m'a dit une fois, moi j'ai la culture du blé. Je ne savais pas que vous étiez agriculteur. Du blé, c'est du blé. Le blé, oui, c'est ça. Je vais réécouter l'émission dans 4-5 ans. OK. Si on est encore vivant. Non, dans 4-5 ans, ce sera trop tard. À moins que tu la copies. Il n'y aurait plus de télé, bon, OK. Ouais, ce que je suggère à beaucoup de gens de la copier aussi. Les deux. Celle qui est dans le club créé, une première heure, puis la deuxième heure qui est dans le Vidéorandia numéro 18 que vous venez d'entendre. Donc, je vous répète que dans le club créé, il y a 1 heure qui est pas écoutable, mais qui est parfaitement adapté à l'époque que nous vivons présentement. On est en train de faire notre coming out après des semaines et des semaines d'être confinés. Ben là, on en sort du confinement. Et ça sort. Et ça a sorti beaucoup aujourd'hui. On était peut-être confinés, mais on n'est pas déconfinés. Hein?
Voilà. Bravo. C'est des mots de la fin. Merci. Merci, Marc. Hein. Merci beaucoup. Salut. Et confiné et confiture, est-ce que c'est lié? Ça Parce qu'il y a se peut. déconfiné qui s'en vient avec la déconfiture. Oui. La déconfiture, ça sera pas pour tout le monde. Hein. Il y en a qui vont s'en mettre plein les fouilles quand même. Hein. Bye bye, Pascal. Là, Bye. juste un dernier mot. J'ai un ami qui disait la pauvreté c'est fait pour les pauvres et la richesse c'est fait pour les riches. Oui, exact. Allez, ciao. Ciao. Bye bye. Bonsoir tout le monde. Bye bye Québec. Ciao, ciao. Salut. Merci, Geneviève, qui va maintenant lancer le générique. Nous venons d'assister, mesdames et messieurs, au Vidéo Randia de la semaine du samedi 2 mai 2020, le numéro 18. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, conception, animation et montage Richard Glenn, nos invités, Marc Laperle, l'homme d'affaires à la retraite, Pascal de Rio, ésotériste versatile directement du Brésil, Rio de Janeiro. Et oui, il y a la version spéciale explosive dans le club créé sur l'aspect moral. Au bout du tunnel, de quelle nature la lumière est au bout du tunnel? Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant ou la version MP3 de Jean-François Poulain, tous les deux dans le Forum Orandia, à la supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald, à la régie Spirale. Et oui, il est encore temps de vous abonner au 4e congrès ésotérique de Montréal, l'évolution cosmique de l'humanité, sur le thème spiritualisation de notre humanité à ESO 2020. Et plusieurs conférenciers, un par jour durant la semaine sainte, qui avaient plus d'1 heure, 1h30, presque 2 heures pour s'exprimer à tour de rôle. Georges Lahy, kabbaliste, comme au temps de Noé. Serge Cazelet, exégète des textes sacrés anciens. Comme il est écrit, il sera. Alain Niala, philosophe consultant. Croyez-vous être spirituel? Martin Yanta-Polchanski, professeur d'université retraité. Religion ou spiritualité? Et Richard Glenn avec Bernard de Montréal, supramental, pas spirituel. Merci d'être abonné au club créé ou d'y devenir bientôt, ce qui nous permet de poursuivre chaque semaine, de manière tout à fait gratuite, les vidéos Randia du samedi soir à 20h. Au plaisir de vous rencontrer un jour. Bonne semaine.